Lutter contre la vie chère, c'est une des missions que s'est fixée le 18e gouvernement du pays. Pour y parvenir, l'exécutif a convié ce matin les acteurs socio-économiques, grossistes, importateurs, syndicats ou encore l'association des consommateurs à un séminaire sur le pouvoir d'achat et la structure des prix. Objectif, dresser un état des lieux de l'évolution des prix et identifier les moyens d'action possibles pour lutter contre la vie chère. Des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi ou qui sont en chômage partiel, qui attendent qu'on prenne des décisions. Et je vous le dis, si les discussions durent trop longtemps, je déciderai in fine. Ou le gouvernement décidera in fine, le Congrès décidera in fine. On n'a pas l'opportunité de ne pas prendre des actions sur la question du pouvoir d'achat et de la vie chère en Nouvelle-Calédonie. Je souhaite que les entreprises, et j'aiderai massivement les entreprises à redémarrer leurs activités, mais il faut qu'on puisse avoir des réponses sur la question de la vie chère et du pouvoir d'achat en Calédonie. Une première rencontre dans la méthode a été saluée par les différents acteurs socio-économiques. En tous les cas, c'est la note d'espoir sur laquelle on termine. C'est qu'on va créer des ateliers de travail pour répondre à cette question de vie chère. C'était important aujourd'hui de commencer à partager de l'information, de partager des désaccords qu'on pouvait avoir. On a une impression, mais je veux dire consolidée, que le gouvernement veut aller vite et veut aller sur des décisions assez concrètes. Chiche alors. Donc évitons de faire des réunions pour des réunions. Et je crois que le président du gouvernement, il disait hier pragmatisme. Donc effectivement des réunions mais avec des décisions au bout, surtout au niveau des consommateurs et pour le pouvoir d'achat. UFC Que Choisir, association de défense des consommateurs, soutient l'initiative du gouvernement mais pointe du doigt l'antériorité des statistiques et des mesures présentées par l'ISE, la direction des affaires économiques et l'autorité de la concurrence. Simplement, l'autorité de la concurrence nous donne des statistiques qui datent. C'est parce que la dernière étude date quand même de quelques années, donc beaucoup de choses ont changé. L'ISE est dans son rôle. L'ISE est tout en haut de la chaîne des statistiques. On nous l'a dit, un syndicaliste qui nous l'a dit, le terrain, c'est autre chose. Quand on parle du ressenti, le ressenti, c'est aussi quelque chose qui se calcule parce qu'on parlait du nord, du sud, des îles. D'ici fin mars, le gouvernement souhaite adopter des mesures pour lutter contre la cherté de la vie en Nouvelle-Calédonie. C'est bon, Yvette, tu as fini le prélèvement? Ok. Le prélèvement, il a identifié. Ok. Je remets dans la poche à remettre à l'accueil pour enregistrement. Plusieurs puffins morts ont été récemment signalés au CIVAP, service d'inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire de Nouvelle-Calédonie. Les oiseaux ont rapidement été analysés afin de savoir s'ils sont porteurs du virus de la grippe aviaire. Une réelle crainte pour le CIVAP qui redoute des contaminations suite à des cas détectés en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est un vétérinaire qui nous a appelés. On est allé avec un agent des services vétérinaires le récupérer dans de bonnes conditions, pour éviter la contamination, donc avec des gants, des masques et puis mettre l'animal dans un double emballage plastique. En tout, 500 prélèvements ont été faits au pays et tous se sont avérés négatifs. Tous les mois, toutes les semaines même, on va faire des prélèvements dans le principal couvoir de Nouvelle-Calédonie, donc à Koé, également dans les abattoirs. Et donc on prélève du sang pour vérifier que les animaux sont négatifs. On essaye au niveau de la Nouvelle-Calédonie de se protéger beaucoup aux frontières, donc on a la chance d'être une île et ce qui nous permet de vérifier toutes nos importations, donc avec une surveillance des foyers de grippe aviaire dans le monde entier et des interdictions d'importation en fonction des pays où il y a la grippe aviaire. Pour l'instant, on est indemne, mais on n'est pas à l'abri que le virus arrive et donc c'est très important que, en tant que service vétérinaire, on puisse savoir où sont tous les élevages et tous les détenteurs d'oiseaux. Même si ce virus n'a pas encore atteint la Nouvelle-Calédonie, il a directement impacté les éleveurs de poules. Jean-Christophe, co-gérant de la ferme de Koé, se retrouve avec 8 fois moins d'œufs que d'habitude. Pas du tout d'œufs. Celle-là, elle est réservée pour les œufs à couver pour les futures poules pondeuses. Donc, on n'a rien reçu à l'heure actuelle. Et ça, c'est pour le poulet de chair. On a réussi à en avoir il y a 15 jours, depuis le mois de décembre, qu'on n'a plus avoir les œufs de Nouvelle-Zélande. Et derrière, en fait, on a des problèmes d'approvisionnement liés au fret
On avait un volume qui tournait à un peu plus de 500 000 poussins à l'année. Alors l'année dernière, on a chuté, on est tombé à 400 000. Et 2025, pour l'instant, est très mal parti. Jean-Christophe pourra encore fournir des poulets durant 3 semaines, puis en quantité limitée pour une durée indéterminée. À noter que la grippe aviaire peut se transmettre à l'humain. Il est donc conseillé, si vous découvrez des animaux malades ou morts, de ne pas les toucher mais de les signaler en contactant le CIVAP. Après la ferme de Dembéa, direction Tomo chez Audrey de Villers. Cette productrice de poulets de chair voit déjà les premiers impacts sur son exploitation. Par manque d'approvisionnement, son cheptel a diminué, passant de 9 000 à 1 400 poulets. À cause de la grippe aviaire, des airs câlins. Donc là, depuis le mois de décembre, on n'avait pas reçu de poussins. Les derniers qu'on a reçus, ils sont arrivés le 4 février. Et donc c'est un gros problème pour nous parce que là, on aura, pendant un mois, on n'aura plus de poulets à abattre. Audrey de Villers se fournit en poussins à la ferme de Koé. Des poussins destinés à devenir des poulets calédoniens à croissance rapide. Ils sont élevés pour en faire de la volaille en l'espace de 8 semaines. D'ordinaire, 700 poulets y sont abattus par semaine. Là, pendant un mois, on n'aura pas d'abattage, donc pas de rentrée d'argent. Mais il faudra qu'on débourse pour donner à manger, pour acheter la nourriture pour les poussins. Pendant un mois, payer les employés. Enfin, voilà, ça va être difficile. Ça, c'est quoi? C'est ce qui reste? Non, mais comme ça, on mettra plus à Moïse. Même situation à Pointe-Dimy avec le GIE Mérou. Le groupement qui reçoit ces reproducteurs de France est aujourd'hui en baisse de production. Ces reproducteurs de poulets fermiers arrivés en novembre ne sont pas encore en capacité de pondre. Les reproducteurs qui devaient arriver au mois de mai ne sont pas arrivés, ils sont arrivés au mois de novembre. Ils vont se mettre à pondre qu'au mois d'avril. Et les premiers poussins vont sortir fin mai. C'est ces poulets-là qui font les œufs pour les prochains poussins, mais voilà, ils sont en baisse de pente. Et pour voir qu'ils ne pondent plus les poules, on va les différencier avec la crête des poules. Quand elles se couchent sur le côté, ça veut dire qu'elles ne pondent plus. Du couvoir aux étals des magasins, toute la filière est impactée. Avec un poulet à croissance lente, les poussins sont abattus après 84 jours d'élevage. La production, elle va baisser au niveau des ventes de poulets. Et crescendo jusqu'au mois de juin. Une année normale, on est entre 75 et 80 tonnes de poulets livrés en magasin. Cette année, l'impact, on va être entre 35 et 40 tonnes. On aura une diminution cette année, en 2025, d'à peu près la moitié, quoi. Cette baisse de production dans la filière montre aujourd'hui notre grande dépendance alimentaire. Envisager la possibilité de faire de la reproduction sur le territoire reste aujourd'hui une réflexion à mener pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, pièces jointes. Photocopie. Madame, Monsieur. Je m'appelle Brigitte Hervouette et je suis écrivain public donc pour la ville du Mont-d'Or. Je suis une directrice d'école en retraite et j'ai pour mission d'aider le public à rédiger les courriers du quotidien. Que vous puissiez. Cela fait 22 ans que j'aide les gens à rédiger leurs courriers. Donc mes missions sont exclusivement sur Mont-d'Or cette année. J'avais déjà commencé, quand j'étais directrice d'école, à aider quelques mamans du quartier de Rivière-Salée, puisque j'étais à Rivière-Salée, quelques mamans du quartier à rédiger des courriers après les heures de classe. Elles venaient me demander Brigitte, qu'est-ce qu'il y a écrit sur ce courrier? Qu'est-ce qu'il faut répondre? Est-ce que tu peux m'aider? Donc j'avais déjà commencé à faire ça. Et je ne sais. J'ai eu des moments un petit peu, on va dire, comiques. J'ai eu un jeune, par exemple, qu'un jour, qui est venu me demander de lui écrire une lettre d'amour.
Alors, je l'ai fait de bon cœur, mais bon, c'était quand même compliqué parce que j'étais pas à sa place, quoi. Je pouvais pas me mettre complètement à la place de cette personne. C'est personnel, un courrier d'amour. Enfin voilà, c'était une petite anecdote un peu rigolote. Voilà, madame. N'oubliez pas de faire une photocopie et de joindre au courrier la photocopie. Hein, voilà. Ça vous convient? Merci bien, madame. Ben, de rien. Alors, ce service, il est gratuit et confidentiel. C'est-à-dire que quand vous sortez d'ici, madame, personne ne sait que vous êtes venu me voir. Ok, merci. Voilà. C'est frustrant parce que je me dis qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignante, si je me remets dans ma position d'enseignante, on n'a pas le droit de laisser des gens sur le bord de la route qui ne soient pas capables d'écrire eux-mêmes leur courrier. Tant que j'aurai la santé, je vais continuer parce que pour moi, ce n'est pas un travail, c'est une mission. Donc je continuerai tant que je vais pouvoir le faire. D'accord.